En empruntant la route des marais venant de Port-des-Barques, une imposante citadelle prend ses aises, au milieu de cette vaste plaine de prés et de champs cultivés. Dès le Xe siècle, les salines sont exploitées et apportent la prospérité à ces terres imbibées d'eau. En 1555, le seigneur Jacques de Pons décide la construction d'un nouveau port pour le commerce du sel. Près de l'îlot d'Hyères, un des nombreux îlots de l'archipel du golfe de Saintonge. Le golfe de Saintonge des Romains n'est déjà plus qu'un vaste marais, sillonné de chenaux et d'étiers. Le sieur de Pons appelle la nouvelle cité très humblement Jacopolis sur Brouage. Pour accueillir les nouvelles constructions, il choisit un dépôt de galets de l'Est, formé avec le temps par le délestage des pierres que les bateaux embarquaient pour garder l'équilibre. Le poids du sel acheté remplaçait celui des pierres pour le retour. Les Italiens de l'Armato d'Alfani, en 1568, furent les architectes de ce plan carré. Ce frêle support fut renforcé pour que la ville tienne sur les marais. Un plancher flottant de chêne, couvert de 3 rangées de dalles de pierre, cramponnées de fer, et supporté par des pieux enfoncés dans la vase et noyés de mortier de chaux. Il faut imaginer un port de commerce cosmopolite et animé. Il devint rapidement le point d'échange le plus important d'Europe de l'or blanc. Le sel. Le chenal eut une largeur de 800 mètres que l'envasement réduisit à 400 mètres à l'apogée commerciale du port, qui pouvait recevoir jusqu'à 200 navires. Voici ce qu'en dit Lancelot Voisin de la Popelinière en 1570. Le port est aujourd'hui estimé par toutes les nations étrangères le plus assuré et commode séjour à tous les navires qui soient en Europe. Le canal, si venant de la Grande Mer, s'embouche dans ce lieu, est si grand, si large, si net, qu'il suffit pour recevoir toutes sortes de navires, si grands qu'ils soient. Pendant les guerres de religion, la ville est tour à tour prise par les catholiques et les huguenots. Pour la mettre hors d'insulte, c'est-à-dire à l'abri d'une attaque ennemie, on commença par entourer la cité d'un grand fossé. Puis, en 1575, on éleva à chaque angle 4 bastions. Henri III la fit ville royale en 1578 et Jacopolis devient Brouage. En 1585, les huguenots bloquèrent l'entrée du port en y coulant des bateaux. Face à La Rochelle, rebelle huguenote et alliée des Anglais, la petite place forte se révèle d'une grande importance stratégique. En 1627, Richelieu acheta le titre de gouverneur de Brouage. Il fit de ce rare port en eau profonde du pays la base des forces navales françaises. Il demanda à Pierre de la Motte d'Argencourt, prince de Conti, architecte de citadelle de Ré et d'Oléron entre autres, de renforcer les défenses des remparts construits 100 ans auparavant.
bastions, échauguettes et courtines sont créés. Ainsi que des demi-lunes, une demi-tenaille, un pont-levis et des chemins couverts. Le haut des remparts est en briques, plus facilement reconstructible. Le chantier dura 12 ans et fut un gouffre financier. Deux portes permettaient d'entrer dans la citadelle. La porte royale menant vers le nord et Rochefort, où l'on trouve quelques-uns des graffitis disséminés sur les murs de la citadelle. Visages, souliers, bateaux, plans. Témoins du quotidien et de l'imaginaire des soldats en faction. Et la porte de Hyères, menant vers le sud et Marennes. Brouage, ville de garnison, pouvait accueillir 1500 hommes. On y trouve une halle aux vivres pour approvisionner les bateaux de commerce et les soldats. Une tonnellerie. Et un hôpital aujourd'hui disparu. Des corps de garde. Des forges. Une prison. Et bien sûr des latrines nettoyées par la main. Deux poudrières. La brèche Saint-Luc. Mais aussi une glacière pour améliorer les repas du gouverneur. Construite en 1688, elle fut restaurée à la fin du XXe siècle. Près de chacune des poudrières, les portes s'ouvrent sur des couloirs sous les remparts. Deux ports souterrains ont été aménagés. On y accède de l'extérieur par des canaux qui permettaient de venir charger et décharger les marchandises des navires mouillant dans le port. De souples portes permettaient en cas de siège soit de mener une petite expédition, soit d'envoyer des messagers à l'abri des regards. Si la ville est soumise au débordement de la nature, inondations, tempêtes, elle accueille cependant sauniers, mariniers, pêcheurs de morues, marins de tous les pays.
des serviteurs de l'administration, des clercs, des douaniers, des soldats et leurs officiers. Et bien sûr, des aubergistes et des taverniers. Les banquiers, les prêteurs et les marchands côtoient également les notaires. Ceux-ci sont très utiles pour les contrats entre armateurs, capitaines et marchands. Mais aussi pour les dernières volontés de ceux qui vont embarquer. On y parlait toutes les langues et couramment le flamand. Toutes ces marchandises, sel, draps des Flandres, laine et minerais anglais, peau du Nouveau Monde, épices du Levant, devaient acquitter des droits et des taxes au clergé et à la noblesse. L'église, bâtie en 1606, est d'une sobriété militaire. Entre style gothique et Renaissance. En 1653, Mazarin en devient le gouverneur et néglige le port et la ville. Il y exile cependant sa nièce Marie Mancini en 1659. Louis XIV en étant tombé amoureux à la veille de son mariage avec la femme d'Espagne. En 1667, Colbert préfère Rochefort pour en faire un grand port. En 1585, Passion et Chemin de Ronde furent cependant revus et corrigés par Vauban. Et malgré les curages qu'il commanda en 1684, les chenaux s'envasent inexorablement. L'envasement transforma ce grand port de commerce en petit port conchylicole. Éloigna la mer à plus de 3 kilomètres. Dès 1713, il est question de l'assèchement des marais au conseil du roi. Car la fièvre des marais, le paludisme, extermine une partie des habitants. Vers 1750, les maisons sont abandonnées, l'herbe y croît dans les salles basses, les arbres par les toitures, s'inclinent tordus par les vents sur un vaste amas de ruines. La Révolution achèvera la décadence de la ville. L'exploitation salicole a définitivement disparu en 1950, remplacée par la mytiliculture et l'ostréiculture. Les dernières blessures infligées à ces lieux furent au XXe siècle les brèches dans les remparts pour laisser passer les camions. La ville portuaire animée est devenue une discrète cité touristique. Cigognes, hérons, aigrettes, canards, cygnes et tous ceux qu'on ne voit pas. Et les 150 espèces de la réserve naturelle de Mouez toutes proches.